l'imagination est plus importante que le savoir. Albert Einstein, mesdames, messieurs, très heureux d'être avec vous pour les comptes, bien sûr, de cette émission Web Entrepreneuriat. Alors, spécialement et exclusivement, mesdames, messieurs, nous recevons pour vous le coordonnateur de l'ADN, l'Agence de développement numérique en RDC, monsieur Dominique Meguisha, avec qui nous allons parler d'un sujet qui fâche justement, les numériques va-t-elle sauver l'économie congolaise? Mais notre sous-thème, c'est quelle est la mission de l'ADN? Alors, il nous a fait l'honneur d'être avec nous dans ces plateaux. Il s'appelle monsieur Dominique Meguisha, comme je disais. Je dis rapidement bonsoir, monsieur Dominique Meguisha. Bonsoir, monsieur Arnold, et merci pour l'invitation et félicitations pour le lancement de votre nouvelle chaîne de télévision à qui je souhaite, au nom de l'Agence pour le développement du numérique, bon vent. Merci beaucoup à vous, Excellence. D'ailleurs, c'est à moi de vous remercier pour votre coup de pouce toujours. Vous avez toujours été là pour nous, nous jeunes Congolais, nous jeunes entrepreneurs. Alors, vous parlez de l'ADN. D'abord, c'est quoi l'ADN et c'est quoi la mission de l'ADN exactement? Alors, l'ADN, c'est un service spécialisé logé à la présidence de la République, créé par l'ordonnance présidentielle 144/22 du 29 août 2022. C'est la résultante directe du plan national du numérique Horizon 2025, qui est lui-même, lui-même le plan, la feuille de route de la transformation digitale de notre pays, voulue et impulsée par son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, à qui j'adresse mes hommages les plus déférents, et qui finalement veut faire du numérique congolais un levier d'intégration, de bonne gouvernance, de croissance économique et de progrès social. Vous voyez que vous trouvez là un écho à la thématique de votre émission. Le numérique peut-il sauver l'économie du Congo? Bien sûr, pris au premier degré, bien sûr que ça sera quelque chose qui pourrait être présomptueux. Bien sûr, ce n'est pas comme ça qu'il faut voir la problématique et l'enjeu. C'est exactement dans la vision du chef de l'État. Ça veut dire c'est un levier. C'est un levier pour accélérer notre croissance et notre développement économique. C'est à cela que peut servir et doit servir le digital. Et nous ne sommes pas des apprentis sorciers. Nous voyons ce que le numérique peut apporter à travers de nombreuses expériences, que ce soit à travers le monde, mais principalement pour ce qui concerne l'RDC en Afrique. Nous avons vu des pays qui ont su réussir à capitaliser sur le digital pour finalement accélérer leur développement. Et c'est exactement ce dont il est question à travers cette agence. Mais Excellence, nous avons déjà un ministère du numérique. Nous avons un ministère de Pétentique avec M. Kibassa. Nous avons l'ARPTC. Nous avons tout ce qui va avec. Pourquoi l'ADN? Qu'est-ce que l'ADN vient encore apporter dans ce secteur du numérique? Comme je l'ai dit, l'ADN n'est pas le fruit du hasard. C'est quelque chose qui a été pensé, notamment par les nombreux experts, plus de 400, qui ont travaillé sur l'élaboration du plan national du numérique, qui a été donc validé par le chef de l'État en septembre 2019, et qui avait déjà finalement préconisé la création d'un ministère dédié au numérique à côté du ministère des Pétentique, et bien sûr une agence pour le développement du numérique avec d'autres structures demain, comme l'agence pour la cybersécurité, une agence de régulation du secteur du numérique. Vous avez parlé du régulateur pour les télécommunications, même si la loi de 2020 prévoit la création de l'ARPTIC, donc qui devrait s'occuper et de la régulation des télécoms et des technologies de l'information et de la communication. Nous n'avons une fois de plus rien inventé. Toutes ces structures coexistent dans de très nombreux pays. Et pour vous donner un exemple concret, pour que vos téléspectateurs comprennent bien que d'une part, au Congo, les choses sont enfin en train d'avancer dans la bonne direction.
savez, on a fait un travail de comparaison d'une quinzaine de pays africains les plus avancés dans le numérique. Eh bien, figurez-vous qu'ils avaient tous en commun 4 éléments fondamentaux, que sont, d'une part, le fait de disposer d'un plan. Ils disposaient tous d'un plan. Ils disposaient tous d'un cadre légal. Ils disposaient tous d'un ministère dédié. Au numérique. Des ministères dédiés, effectivement, donc, au numérique. Et ils disposaient tous d'agences pour le développement du numérique. C'est vrai que certains pays avaient le ministère de l'économie numérique. Ça veut dire qu'il y avait les télécommunications et le numérique qui étaient fusionnés. Mais ça, c'est quand vous avez un certain niveau de maturation. Ah, justement, vous avez anticipé la question d'ailleurs. Voilà. Alors, mais lorsque vous avez les deux secteurs, que ce soit dans le domaine du numérique ou bien de la poste et des télécommunications d'autre part, qui sont dans la situation dans laquelle nous sommes au Congo, avec de gros chantiers en termes sur le plan des télécommunications, de maillage en fibre optique, sur le plan de la poste, avec une poste qu'il faut complètement repenser au XXIe siècle, d'une part, et puis vous avez d'autre côté tout le chantier de la transformation numérique. Eh bien, nous pensons que 2 ministères, c'est vraiment ce qu'il nous faut pour qu'il y ait des équipes consacrées et dédiées à la réalisation de tous ces chantiers. Je reviens sur ces 4 éléments fondamentaux que nous avions donc identifiés dans tous ces pays les plus avancés, parce que ils ne sont pas avancés dans le digital par miracle. C'est parce qu'ils ont su mettre en place ces éléments fondamentaux. Lorsque le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo arrive au pouvoir en janvier 2019, eh bien, nous n'avons aucune de ces 4 composantes. Nous n'avons ni plan vraiment ambitieux, transversal, national. Il y a certes eu des feuilles de route, etc., mais ça n'a jamais été vraiment des véritables plans comme on peut les observer dans ces pays. Nous n'avons pas de cadre légal dédié au secteur du numérique, à part les télécommunications, mais aujourd'hui on le sait, le numérique ça englobe beaucoup d'autres choses qui ne sont pas du tout couvertes. On pense à la protection des données à caractère personnel, le commerce électronique, la cybersécurité, et j'en passe. Pas de loi, pas de plan, pas d'agence et pas de ministère dédié. Nous sommes aujourd'hui en janvier 2023 et qu'est-ce que nous constatons? La RDC dispose d'un ministère dédié, dispose d'un plan, dispose d'une agence qui vient d'être créée et le code du numérique dont vous avez entendu parler a franchi l'étape du gouvernement. Vous pouvez nous citer les réalisations et l'impact du ministère du numérique, l'impact de l'agence de développement numérique. Donc avant de parler d'impact, je voudrais qu'on comprenne bien que finalement, nous avançons sur ces éléments fondamentaux. Donc, avec l'impulsion du chef de l'État, on a su maintenant mettre les bases pour pouvoir finalement commencer à capitaliser. Et vous avez raison, dans le plan national du numérique, il y a 69 projets prioritaires qui ont été considérés comme étant des projets que nous devons mettre en œuvre à l'horizon 2025. Eh bien, ce plan est en marche. Avec un certain nombre de réalisations, nous sommes aujourd'hui à une trentaine de projets déjà amorcés. Et c'est vrai que nous venons de franchir plus ou moins la moitié du temps. Excusez-nous s'il vous plaît. Est-ce qu'il n'y a pas maintenant l'amalgame? On a le PNN, on a la charte du ministre du numérique, on a beaucoup de choses. Pourquoi ne pas avoir juste une feuille de route auquel vous tous, vous allez vous mettre pour travailler? Vous avez mis en place le PNN. Et le ministre du numérique a mis en place la charte du numérique. Non, alors, c'est-à-dire que les choses sont relativement simples parce que nous évoluons dans un pays qui a des institutions. Vous avez parlé de plan, justement. Pourquoi ne pas avoir un plan, justement? Une constitution. Le chef de l'État est porteur d'une vision, que ce soit dans le numérique et dans d'autres secteurs. Avec comme élément fondamental, le peuple d'abord. Alors, pour la vision du numérique, je l'ai dit, c'est en faire un levier d'intégration. Là, c'est pour lutter contre tous les aspects de fracture. Pas qu'il y ait un numérique à 2 vitesses. Il y a les aspects de croissance économique et les aspects de progrès social. Donc ça, c'est vraiment faire du numérique ce levier pour le développement économique. Une fois que cette vision est traduite dans un document qui est le plan national du numérique, qui est la vision du chef de l'État, il y a le gouvernement maintenant qui met en œuvre la politique qui traduit la vision du chef de l'État. Ouais. Et c'est dans ce cadre que le ministre du numérique, qui a dans ses attributions, bien sûr,
le secteur du numérique, eh bien, va puiser dans la vision du chef de l'État et dans les projets du plan national numérique, un certain nombre de projets qu'il va maintenant mettre en œuvre parce qu'il appartient au ministère de les prioriser. On va plutôt faire ceci ou cela, de les budgétiser, de les adapter parce que bien sûr, c'est un monde, on vit dans un monde qui évolue. Lorsque le plan a été élaboré, on ne connaissait pas la Covid. La Covid est venue. Vous le savez, il y a eu tous ces bouleversements avec le télétravail, avec les études à domicile, etc. Donc, ce sont des choses qu'on prend en compte. Donc, c'est quelque chose qui est vivant et c'est là où le ministère intervient en fonction de sa propre, je dirais, compréhension et ses propres affinités. Ça se fait évidemment en concertation avec la présidence, parce que bien évidemment, nous veillons à ce que la vision du chef de l'État reste, je dirais, la matrice centrale. Mais bien sûr, le ministre vient avec ses propres inspirations. Les numériques intéressent le chef de l'État. Au plus haut point, il en a parlé très régulièrement. Il en a parlé au moins 7 fois lors des conseils des ministres en 2022. 7 fois, il est revenu sur la nécessité d'accélérer la transformation numérique dans le domaine de la TNT pour accélérer la mise en œuvre de la TNT. Ça vous concerne évidemment puisque vous êtes une chaîne diffusée sur la TNT. Ce sont des projets qui doivent se mettre en place. Il a insisté, ça c'était au mois de décembre. Il a parlé de la cybersécurité en demandant que ça s'accélère. Il a validé la stratégie de cybersécurité qui est un des projets du plan national numérique. Bientôt, nous aurons la création d'une agence pour la cybersécurité. Donc, il est revenu à de très nombreuses reprises sur le numérique parce qu'il est conscient que c'est une chance pour la RDC en termes de développement économique, pour une raison simple. C'est que bien sûr, nous avons ce handicap du fait que nous n'avons pas su finalement emboîter ou prendre le train de la transformation numérique qui est passé en Afrique à la fin des années 90, début des années 2000, parce que malheureusement, vous le savez, à la fin des années 90, notre pays a eu à faire face à une transition numérique, une transition politique violente, avec le départ du maréchal Mobutu, l'arrivée de Laurent Désiré Kabila et les différents épisodes de troubles sociaux, militaro-politiques qui se sont stabilisés avec les premières élections en 2006. Durant cette période, 97-2006, tous ces pays qu'on cite en exemple en Afrique, le Kenya, le Sénégal, la Tunisie, le Maroc, l'Égypte, etc. Tous ces pays ont pris le tournant de la transformation numérique à ce moment-là. Pendant ce temps-là, nous, on était occupés sur autre chose. C'est ça qui explique notre retard. Mais avec la chance que nous avons, c'est le président Félix-Antoine Tshisekedi qui a compris cela et qui est en train de donner à notre pays les moyens de rattraper son retard. Quelles sont vos grandes réalisations depuis que vous êtes avec le président Félix Tshisekedi dans les secteurs numériques, justement? Comme je l'ai dit, est-ce qu'il y a un secteur auquel on peut dire ça a été digitalisé? Alors, vous savez, Rome ne s'est pas faite en un jour. Les projets dont nous parlons, les projets prioritaires, ce sont des projets relativement structurants. Donc, c'est des projets qui prennent du temps à mettre en œuvre, mais ils sont aujourd'hui sur les rails. Alors, pour citer quelques projets qui ont déjà été réalisés, donc il avait parlé du visa électronique. Aujourd'hui, le visa électronique est une réalité. Visa électronique. Oui, même si la plateforme de la DGM pour les visas électroniques n'est pas complète. Nous aimerions qu'elle soit élargie, le président l'a demandé, bien sûr, aux autres services, c'est-à-dire aux affaires étrangères et à l'ANR pour les questions de sécurité, comme ça se fait, donc ça se faisait au niveau du papier, lorsqu'on avait la visa de manière traditionnelle, eh bien, cette plateforme devra intégrer tout cet écosystème. Mais au moins, nous avons aujourd'hui la possibilité d'avoir pour certains, donc lorsque ça concerne, pour ceux que ça concerne, les visas électroniques de la DGM sur la plateforme de la DGM. Il y avait la problématique des adresses IP, IPv4, IPv6, par rapport au nom de domaine. Et donc, ça, c'est une question qui a été également résolue. Il y a la cybersécurité, la stratégie, l'élaboration et la validation de la stratégie sur la cybersécurité. C'est un projet du plan national numérique qui est aujourd'hui terminé. Vous avez la création de l'Agence pour le développement numérique. C'est créé, c'est terminé. Vous avez donc un certain nombre comme ça de projets. La création d'un forum international appelé Africa Digital de manière récurrente. La première édition qui devait avoir lieu en 2020 et qui n'a pas eu lieu à cause de la Covid, a finalement lieu en novembre 2022.
la prochaine édition est en 2023. Projet donc réalisé. Toute une série de projets réalisés de ce type, et puis des projets qui sont amorcés. Il y a la création aussi de l'agence de santé numérique, ANISIS. Ça aussi, c'est un des projets réalisés. Vous avez, donc il y en a 8 à peu près, ou presque une petite dizaine de projets déjà réalisés. Et puis une vingtaine d'autres, ça fait une trentaine au total, donc, qui eux sont déjà amorcés. Vous avez, bon, vraiment à titre d'exemple, bien sûr, la carte d'identité. Biométrique, qui elle donc il y a le gouvernement qui s'est pleinement saisi de cette question. Le précédent gouvernement avait amorcé les choses. L'actuel gouvernement s'est vraiment saisi de cette question, a créé ce qu'on appelle la commission mixte pour la mutualisation, parce qu'ils se sont rendus compte que la CENI, qui doit faire les élections avec un fichier électoral, l'ONIP, qui doit faire le fichier national de la population biométrique, et vous avez également le bureau central de recensement qui doit faire ce qu'on appelle le recensement scientifique, eh bien, avaient tous les trois des opérations qu'on pouvait donc mutualiser parce qu'elles étaient d'une certaine façon communes, notamment pour tout ce qui concerne l'identification des personnes résidant ici dans notre pays. Et donc, c'est pour cela que le gouvernement a mis en place ce mécanisme de mutualisation pour réduire les coûts. Mais aujourd'hui, clairement, la CENI, dans ce qu'elle fait, eh bien, le fait aussi pour demain le fichier national de la population avec l'ONU. Êtes-vous satisfait quand vous voyez la carte des lecteurs avec cette CENI auquel vous citez? Vous êtes satisfait de la qualité de l'impression? Alors, étant qu'expert en développement numérique. Manifestement, il y a une difficulté sur la résolution de la photo. C'est un problème. Je crois savoir que la CENI a mis des experts sur cette question. Je crois savoir également que la commission mixte mise en place par le gouvernement se planche sur ces questions parce que le problème, au-delà de cet aspect de reconnaissance de la personne qui détient la carte électeur, c'est quand même pas anodin. Je pense que les personnes doivent pouvoir identifier les personnes qui vont voter. Je pense que au-delà de cela, il y a ce que l'ONIP va devoir récupérer parce que il est important que les photos qui seront sur nos futures cartes d'identité soient d'une qualité supérieure. Donc, je fais confiance à la CENI, je fais confiance à l'ONIP, à leurs experts respectifs pour régler ces questions. Hein. Donc, mais je ne vais pas effectivement vous cacher que, comme de nombreux Congolais, j'ai été un peu interpellé par effectivement ces aspects qualitatifs et également sur le faible niveau manifestement de formation des personnes qui sont supposées enrôler. Je pense qu'on aurait dû faire davantage d'efforts pour mieux les former, mais c'est une opération qui est longue et je pense que la CENI aura à cœur d'améliorer le processus. Excellence. Quels sont les grands défis numériques de la RDC? Non, le plus grand défi, bien sûr, pour l'instant, c'est de terminer la séquence par rapport au code du numérique, parce qu'on ne peut pas envisager de développer réellement ce secteur s'il n'y a pas un cadre légal pour vraiment permettre à ce secteur d'évoluer selon des normes et des règles connues et qui doivent être respectées par tout le monde. Et puis, il y va aussi comment dirais-je, du respect de la vie privée de nos concitoyens, parce que nous sommes dans un pays où de plus en plus de personnes utilisent le numérique. C'est vrai dans tout ce qui concerne les réseaux sociaux, et il y a pas mal d'informations qui circulent. Il faut que les gens soient protégés par rapport à ces informations, par rapport notamment à leurs données personnelles lorsqu'ils s'inscrivent dans différents sites et par rapport à un certain nombre d'activités qu'ils ont sur Internet. Donc ça, c'est un premier défi. Le plus grand défi, vous savez, le plan numérique, il repose sur 4 piliers. C'est, pour rappel, les infrastructures numériques. On parle ici d'infrastructures à large bande, donc la fibre optique. On parle de data center pour le stockage des données. On parle évidemment d'infrastructures satellitaires, parce que pour un pays comme le nôtre, c'est important d'avoir une vraie politique de ce point de vue-là au niveau de la communication. Pas tant de l'observation, oui, mais parce que les gens parfois confondent les satellites d'observation, les satellites de télécommunication. Nous avons comme deuxième pilier les contenus, parce qu'une fois que vous avez mis en place ces autoroutes de l'information, il faut des véhicules qui circulent sur ces autoroutes et il faut que nous ayons des véhicules congolais. Et cela, évidemment, ça fait écho à votre initiative, ça fait écho à votre télévision. Il faut que nous ayons un écosystème congolais fort avec des entrepreneurs
qui développent des solutions et des applications congolaises qui seront utilisées par les Congolais et même demain partout dans le monde. Il n'y a pas de raison pour lesquelles on devrait toujours, nous, être les consommateurs de WhatsApp et de Facebook. Et pourquoi nous n'aurions pas, nous, nos WhatsApp et nos Facebook congolais qui partiraient à la conquête du monde. Ça, c'est le deuxième défi, les contenus. Bien sûr, derrière les contenus, il y a l'information. Parce que pour pouvoir avoir un écosystème fort, nous devons, dès le plus jeune âge, évidemment, former les élèves. Et ça me permet de rebondir sur un des projets du plan national du numérique, qui est tout simplement l'inscription du numérique à tous les niveaux des programmes scolaires, que ce soit primaire, secondaire et même au supérieur. Ça, c'est un projet qui va bientôt être mis en œuvre, qui sera mis en œuvre en 2023. Donc là aussi, vous comprenez que nous sommes en train vraiment de travailler sur des aspects structurels. Troisième pilier, les usages applicatifs. Vous avez les infrastructures, vous avez les contenus. Demain, il faut que ces contenus soient utilisés. Alors évidemment, je ne parle pas de la jeunesse congolaise urbaine, comme vous. On ne doit pas vous demander d'utiliser votre Internet parce que vous allez l'utiliser. Par contre, le fonctionnaire congolais, demain, doit utiliser un ordinateur pour son travail et pour rendre les services à la population. Les enseignants dans tout le pays doivent utiliser au quotidien l'informatique pour se mettre à niveau dans le cadre des contenus qu'ils vont transmettre aux élèves. Il y a également l'arrière-pays, les villes dans nos villages. Il faut que demain, qui vivent principalement de l'agriculture, il faut que demain, ils puissent avoir accès à des contenus, à des usages par rapport notamment à ce qu'ils font au quotidien, l'agriculture. Il y a des pays comme le Kenya qui ont réussi cela, où vous avez des villageois qui ont optimisé leur récolte, multiplié leur récolte par 2, par 3, rien qu'en ayant des conseils sur les bons moments pour planter, sur les aspects hydrométriques et d'autres considérations par rapport à ce secteur agricole. Donc, les usages applicatifs. Et enfin, il y a évidemment le cadre légal et la régulation. Il faut donc un cadre légal, il faut une régulation, parce que dans tous ces secteurs-là qui sont en plus très dynamiques, il faut bien sûr les réguler. Autrement, on peut très vite avoir des abus, et des positions dominantes et autres situations problématiques. Donc voici les fondamentaux, selon moi, pour pouvoir permettre le décollage de ce secteur. Alors après, derrière, il faut qu'on ait des actions proactives, notamment des pouvoirs publics. Et ça concerne l'entrepreneuriat congolais. C'est le projet numéro 24 du plan national du numérique. Que dit ce projet? Le projet numéro 24, en réalité, il est formulé de manière assez vague, mais en réalité, c'est un projet qui vise à matérialiser le propos fantastique du chef de l'État. Tel que? Lorsqu'il a dit qu'il veut faire des millionnaires congolais. Wow. Beaucoup de gens ont pris ce propos de manière un peu, je dirais, avec une forme de légèreté. Les millions, ça ramène à la loterie. Comme on dit, chance et locopamba. Mais en réalité, qu'est-ce que le chef de l'État a voulu dire? Il a voulu mettre en avant la méritocratie. Ça veut dire, lorsqu'il dit qu'il faut faire des millionnaires, qu'il veut voir des millionnaires congolais, il envoie un message au gouvernement. Prenez les meilleurs entrepreneurs congolais, et il y en a, des bons entrepreneurs dans tous les domaines, dans le secteur du numérique bien sûr, mais dans tous les domaines. Et accompagnez-les. Et la meilleure façon de les accompagner, c'est avec la commande publique. L'État congolais va se numériser. Il aura besoin d'équipements. Vous avez le jeune entrepreneur Dieudonné Kayembe qui a créé une usine d'assemblage de tablettes. Mais demain, j'ai discuté avec lui, il veut assembler des ordinateurs également. J'ai entendu récemment une autre marque qui s'appelle Léopard. Alors je ne sais pas si c'est assemblé ici ou si c'est assemblé, c'est juste la marque, comme Okapi, mais voilà. Mais pour Dieudonné Kayembe, j'étais voir sur place. Alors c'est bien sûr embryonnaire, mais c'est un signal fort. Pourquoi? Ce monsieur, demain, vous avez un service public qui veut commander 3000 ordinateurs. S'il commande 3000 ordinateurs chez M. Kayembe, mais vous pensez bien que ce monsieur va recruter du personnel, il va pouvoir, avec les moyens que ça va dégager, eh bien, renforcer son activité et finalement, il va tout simplement croître.
au-delà de s'enrichir et de devenir millionnaire, comme l'a demandé le chef de l'État. Donc d'ailleurs, cette phrase de devenir millionnaire, c'est tout un écosystème et une dynamique que le chef de l'État veut créer. Et une fois de plus, on n'a rien inventé. Ça se fait partout ailleurs, où effectivement, on veut créer la valeur ajoutée dans le pays. Aujourd'hui, lorsque vous achetez des produits à l'extérieur, vous pouvez les revendre ici, vous pouvez faire une marge. Mais finalement, vous êtes au bout de la chaîne. Il y a déjà toute une série de valeurs ajoutées qui a été captée ailleurs. Dieudonné Kayembe, c'est quelqu'un qui veut capter la valeur ici dans le secteur du numérique. Alors évidemment, c'est un secteur qui nous intéresse tout particulièrement. Et c'est ça le projet 24 du Plan national du numérique, c'est encourager l'entrepreneuriat congolais. Alors bien sûr, on parle des logiciels, parce que ça c'est, on va dire, plus facile, et ça nous en avons de très bons développeurs. Mais il faut qu'on leur fasse confiance. On constate aujourd'hui beaucoup de décideurs, que ce soit au niveau ministériel, au niveau des gouverneurs, au niveau des dirigeants d'entreprise, qui ont encore du mal à faire confiance aux jeunes Congolais. C'est un vrai problème que nous voulons adresser. Et c'est là où je rebondis sur la phrase du chef de l'État. Faire des millionnaires, oui, c'est pas qu'on prend n'importe qui, on en fait un millionnaire. Non, c'est pas ça l'idée. L'idée, chacun doit d'abord faire ses preuves. Mais quand vous avez atteint un niveau, vous avez fait vos preuves. Pour certains, ils ont remporté des concours. Il y a beaucoup de Congolais qui ont remporté des concours. Ouais. Ça, ce sont des signaux en général que les gens doivent entendre. Dire, tiens, on a un Congolais, il a su se distinguer. Je pense que, donc ça veut dire qu'il a fait ses preuves, on peut lui faire confiance. Ou bien il y a des Congolais qui ont des petites entreprises, qui ont su franchir un certain palier, parce qu'il y a de tout. Si on prend la société Info7, par exemple, qui est une société remarquable, qui a atteint un certain niveau, mais pour un pays comme le Congo, ils ont, je crois, une centaine d'employés, mais ils pourraient passer à 1000 employés, devenir un géant de l'informatique au Congo. Il n'y en aura pas 100, mais dans chaque pays, il n'y a pas 100 entreprises. Mais il en faut au moins un. Donc là, par exemple, c'est ces genres d'entreprises que, alors même si eux sont déjà peut-être millionnaires, mais c'est ça en fait la vision derrière cette phrase du chef de l'État. Les millionnaires, c'est pas qu'on distribue les millions comme ça, non, c'est pas ça l'idée. L'idée, c'est de se développer, de faire confiance et faire en sorte qu'il y ait vraiment une émulation et que les meilleurs émergent comme ça se fait partout ailleurs. Merci beaucoup à vous, Excellence. Vous nous avez accordé que 35 minutes. On ne va pas abuser de votre temps. On est déjà à 35 minutes. Alors, oui, il y a 35 minutes déjà. Alors, on va vous laisser dire votre dernier mot par rapport à ces secteurs, justement. C'est pour la première fois que quelqu'un explique très bien la communication du chef de l'État. En tout cas, ça a été bien présenté, ce que vous avez dit, sur cette question, j'ai fait des Congolais, des millionnaires. Ça fait polémique partout, mais vous avez expliqué que c'est tout un écosystème. Et ça, c'était très bien. Alors, vous allez vous adresser à votre public, et puis nous allons nous séparer en bonté. Je rappelle ici, mesdames, messieurs, nous aurons des séries d'émissions avec, je l'appelle aujourd'hui le coach Dominique. Permettez-moi de vous appeler coach parce que je sens en vous le côté coaching. Vous étiez aussi entrepreneur, justement. C'est exact. C'est normal. Alors, votre dernier mot par rapport aux entrepreneurs qui nous suivent et par rapport à toutes les personnes qui aiment le numérique. Et puis, on va se séparer. Alors, sur l'entrepreneuriat en général, j'ai été entrepreneur moi-même durant de très nombreuses années. Et j'ai d'ailleurs évolué tant au Congo qu'à l'extérieur du Congo. Donc, je connais bien cet environnement. Et l'entrepreneuriat, c'est quelque chose de passionnant. Tout le monde ne peut pas être entrepreneur. Ça, c'est une chose, c'est clair. Mais lorsque vous avez cette fibre entrepreneuriale et que vous avez cette capacité à gérer cet environnement, parce que ce n'est pas facile. L'entrepreneuriat, c'est gérer des difficultés au quotidien, vous le savez. Eh bien, à ce moment-là, donc, il faut pouvoir le faire. Parce que derrière, finalement, au plus vous développez, au plus vous recrutez. Et là, vous recrutez des salariés. Et c'est ainsi que finalement, vous contribuez au développement économique. Donc, je ne peux que encourager tous ceux qui sont intéressés par cela à le faire, d'autant plus qu'il y a aujourd'hui un cadre légal, donc c'est une ordonnance loi qui a été passée, dont vous devriez beaucoup parler, par rapport notamment à tous les avantages que ça apporte. Aller dans le détail, peut-être une émission où vous allez entrer dans le détail sur finalement quels sont les avantages pour les entrepreneurs par rapport à ce dispositif qui, une fois de plus, a été impulsé par le chef de l'État, parce que et le numérique et l'entrepreneuriat et la jeunesse, c'est un triangle en fait, ce sont autant de priorités de son Excellence, Monsieur le Président de la République. Donc, un encouragement tout particulier pour cette catégorie. Alors, pour l'entrepreneuriat spécifique dont finalement nous avons que nous accompagnons en fait au quotidien avec
aujourd'hui l'Agence pour le développement du numérique, et hier, lorsque j'étais conseiller spécial du chef de l'État, et c'est de manière complémentaire avec le ministère du numérique, le ministère des PTT et le gouvernement, eh bien c'est le fait de savoir que la création de l'Agence du numérique en août 2022 a été un grand jour pour l'entrepreneuriat et pour l'écosystème tech congolais. Pourquoi? Parce que cette agence, elle est tout simplement l'ambassadeur de l'écosystème tech congolais. Nous allons nous battre au quotidien pour faire en sorte que l'écosystème tech congolais puisse trouver un environnement propice à son développement, puisse accéder à des marchés, en particulier marchés congolais. Ça, c'est vraiment quelque chose sur lequel nous insistons beaucoup dans le respect de la réglementation, mais nous considérons qu'à niveau de performance égale, à niveau de prix égal, à niveau de qualité égale, bien sûr, on peut soit parler de prestations, soit parler de marché par rapport à une entreprise, ou ça peut être aussi du recrutement par rapport à du personnel, tout simplement. Nous devons, les décideurs congolais, je les invite, je les implore pour qu'ils puissent donner la préférence aux Congolais. Merci beaucoup. C'est vraiment l'engagement que nous prenons. Et à ce titre, notre porte, bien sûr, est ouverte. Nous allons organiser un certain nombre de choses. Je sollicite que nous puissions effectivement collaborer dans la durée avec votre chaîne télévision. Merci parce beaucoup. Que l'entrepreneuriat et le numérique, ça fait pour moi un mariage avec la jeunesse. C'est le mariage parfait. C'est ce que souhaite promouvoir le chef de l'État. Et l'agence est là pour matérialiser cette volonté du chef de l'État. Il s'appelle M. Dominique Mugisha. C'est pourquoi nous l'avions invité. Chers décideurs, ça ne vous coûte rien d'être comme ses papas. C'est notre papa de l'entrepreneuriat dans le numérique. Ça ne vous coûte rien d'être humble, simple comme ça. Vous êtes là pour nous, pour travailler pour nous, pour développer notre secteur. Chef de l'État, s'il y a une chose auquel je suis d'accord avec vous, c'est sur la qualité de la sélection de M. Dominique Mugisha pour les secteurs numériques, justement. Les autres, ils ont du chemin à faire. Alors, mesdames, messieurs, vous étiez nombreux sur cette émission. Vous suivrez cette émission en boucle sur Entrepreneur Télévision à 6h, à 13h, à 21h, à 0h, justement, pratiquement chaque jour, justement parce que ce qui est sorti ici est justement pour vous. Sinon, c'était à la présentation Arnold de Tiani. Portez-vous bien. Bonsoir chez vous.